Les gens disent qu'il faut avoir beaucoup de passion pour ce que l'on entreprend. C'est très juste. Et la raison pour cela est que c'est tellement difficile que sans passion, on penserait de manière rationnelle et on abandonnerait. C'est très difficile et il faut le faire sur une période prolongée. Donc si l'on n'aime pas, si l'on ne s'amuse pas en le faisant, on finira par abandonner. Et c'est ce qui arrive à la majorité des gens. Si vous observez ceux qui ont du succès et qui brillent aux yeux de la société, et ceux qui n'en ont pas, de manière générale, on peut constater que ceux qui réussissent aiment ce qu'ils font. Ils sont donc plus persévérants et s'acharnent quand les choses se compliquent. Et ceux qui ne sont pas passionnés ont abandonné, parce qu'ils ont un raisonnement sain. Qui voudrait s'infliger autant de problèmes sans cette passion qui nous anime? Donc c'est beaucoup de travail et de remise en question. C'est une source de soucis constante. Et au final, si vous n'êtes pas passionné, vous allez échouer. Donc vous devez avoir cette passion et cet amour. Les gens qui ont le plus de succès sont autosuffisants. Ils n'ont pas besoin de management externe. Une fois qu'ils savent quoi faire, ils trouveront un moyen de le faire. Ils n'ont pas besoin qu'on les pousse. Ce dont ils ont besoin, c'est d'une vision commune. C'est ça d'être un meneur. Avoir une vision et la mettre en œuvre d'une manière à ce que les gens qui vous entourent puissent la comprendre et y trouver des intérêts communs. On voulait des gens qui étaient incroyablement doués dans leur domaine, mais qui n'étaient pas forcément des gens avec énormément d'expérience. On voulait des gens qui étaient à la pointe des dernières technologies et qui avaient aussi l'envie de répandre leur savoir et de rendre ces technologies accessibles au plus grand nombre. C'est fascinant d'observer ce qu'il se passe quand on prend le noyau dur d'un groupe de 10 personnes douées, parce qu'il finit par régir naturellement qui devrait intégrer ou non le groupe. Donc je considère que l'aspect le plus important du type de travail que j'exerce est le recrutement. C'est très intéressant. Ma valeur nette était de plus d'1 million de dollars quand j'avais 23 ans, d'environ 10 millions de dollars quand j'avais 24 ans, et au-delà de 100 millions de dollars quand j'avais 25 ans. Mais ce n'était pas ce qui m'importait le plus, parce que je ne l'ai jamais fait pour l'argent. Je considère que l'argent est quelque chose de génial parce qu'il vous permet de faire des choses. Ça vous permet d'investir dans des idées qui n'ont pas de rentabilité à court terme. Mais, et en particulier à cette époque-là de ma vie, ça n'était pas la chose la plus importante. La chose la plus importante était l'entreprise, les gens, les produits que l'on faisait, ce qu'on allait permettre aux gens de faire avec ces produits. Donc je n'y pensais pas beaucoup. Je n'ai pas vendu d'actions, j'étais assez confiant sur le fait que la société serait prospère au long terme. J'ai eu de la chance, j'ai découvert ce que je voulais faire assez tôt dans la vie. Woz et moi avons commencé Apple dans le garage de mes parents quand j'avais 20 ans. On a travaillé dur et en l'espace de 10 ans, on est passé de juste nous deux dans un garage à une société qui valait plus de 2 milliards de dollars avec plus de 4000 employés. Un an plus tôt, on venait de sortir notre plus belle création, le Macintosh. Je venais d'avoir 30 ans et je me suis fait renvoyer. Comment peut-on se faire virer d'une boîte qu'on a créée? Eh bien, avec Apple en pleine croissance, nous avons embauché quelqu'un que je pensais très talentueux pour prendre les rênes de l'entreprise avec moi. La première année, tout se passait bien. Puis nos visions du futur divergeaient et on a fini par avoir un désaccord. À ce moment, le conseil d'administration a pris son côté. Donc à 30 ans, je me suis fait sortir et de manière très publique. Ce qui avait été le point central de ma vie adulte avait soudainement disparu. J'étais anéanti. Les premiers mois, je ne savais pas trop quoi faire. J'avais la sensation d'avoir déçu toute une génération d'entrepreneurs. J'avais fait tomber le relais quand on me l'avait passé. J'ai rencontré David Packard et Bob Noyce, j'ai essayé de m'excuser d'avoir autant merdé. J'avais échoué de manière publique et j'ai même considéré quitter la vallée. Mais j'ai doucement commencé à réaliser quelque chose. J'aimais encore ce que je faisais. Ce qu'il s'était passé chez Apple n'avait en rien changé cela. J'avais été rejeté, mais j'étais toujours animé par cet amour. J'ai donc décidé de reprendre à zéro. Je ne le voyais pas à ce moment-là, mais il s'avérait que de me faire renvoyer de chez Apple était la meilleure chose qui puisse m'arriver. Le poids du succès s'estompait peu à peu pour laisser place à cette ferveur du renouveau, de la découverte.
Cela m'a permis d'entrer dans une des phases les plus créatives de ma vie. Pendant les 5 années qui ont suivi, j'ai commencé une boîte qui s'appelait Next, une autre qui s'appelle Pixar. Je suis tombé amoureux d'une femme extraordinaire qui deviendrait par la suite ma femme. Pixar a eu un énorme succès en créant Toy Story, le premier film d'animation entièrement en images de synthèse, et est maintenant le studio d'animation le plus reconnu au monde. Dans une suite d'événements remarquables, Apple a acheté Next et je suis retourné chez Apple. La technologie que l'on développe chez Next est au cœur du système Renaissance d'Apple. Lorraine et moi avons une magnifique famille ensemble. Je suis sûr que tout ça ne se serait pas passé sans que je me fasse renvoyer par Apple. La pilule était difficile à avaler, mais je pense que le patient en avait besoin. Parfois, la vie peut vous jeter une pierre au visage, mais ne perdez pas foi. L'équilibre entre penser et faire. Chez les semi-conducteurs, vous aviez des gens qui prenaient des risques, comme Bob Noyce par exemple, qui a appris à faire du deltaplane à 40 ans. Ces gens qui mettent leur poste en péril pour aller de l'avant. À quel point est-ce que c'était important au début? Eh bien, après avoir vu... Ma vie entière a été passée dans une seule et unique industrie, celle-ci. J'ai donc vu beaucoup de gens fabriquer beaucoup de choses en 15 ans et j'ai vu beaucoup de gens échouer. Mon point de vue là-dessus, mon observation personnelle est que ceux qui font sont ceux qui sont les plus importants. Les gens qui créent les choses, qui changent cette industrie, sont à la fois des penseurs et des faiseurs, rassemblés en une et même personne. Si on observe un peu le passé, est-ce que Leonardo avait quelqu'un à côté de lui qui lui disait ce qu'il peindrait 5 ans plus tard, ou la technologie qu'il utiliserait pour peindre? Bien sûr que non. Leonardo était l'artiste, mais il préparait aussi ses propres peintures. C'était un bon chimiste, il s'y connaissait en pigments, il s'y connaissait en anatomie humaine, et en combinant tous ses talents, l'art et la science, le fait d'être un penseur et un faiseur est ce qui a amené à un résultat aussi exceptionnel. Quand on ramène ça à notre industrie, il n'y a pas de différence. Les gens qui font la différence sont aussi des penseurs et des faiseurs. Et quand on... Bien sûr, il est très facile de s'approprier le crédit d'une idée. Le fait de faire est plus concret, mais il est très facile de dire « Oh oui, j'ai pensé à ça il y a 3 ans ». Mais quand on creuse, on peut se rendre compte que les gens qui ont vraiment fait les choses sont aussi ceux qui ont travaillé sur les nombreux problèmes intellectuels. Les choses sont des paquets d'accentuation. Certaines choses sont mises en avant dans un produit, d'autres le sont moins. Certaines choses ne sont intentionnellement pas faites du tout dans un produit. Donc les gens différents font des choix différents. Et si le marché nous dit qu'on fait le mauvais choix, alors on écoute le marché. On n'est que des simples êtres humains qui dirigent une entreprise après tout. Et nous essayons de faire les meilleurs produits possibles pour les gens, donc nous avons au moins le courage d'avoir la conviction de dire « Nous ne pensons pas que ceci ou cela fasse un bon produit, donc on va le laisser de côté ». Certaines personnes ne seront pas contentes. On va se faire traiter de tous les noms. Ce sera peut-être pas dans l'intérêt de certaines boîtes que nous ne fassions quelque chose, mais on accepte celle-là parce qu'on veut faire le meilleur produit possible pour les clients. Donc on va consacrer notre énergie sur les produits qui sont en ascension et que nous jugeons comme les produits adaptés pour les clients. Et vous savez quoi? Ils nous payent pour faire ces choix. C'est pour ça que les clients nous payent, pour essayer de faire les meilleurs produits possibles. Et si on y arrive, ils achèteront. Et si on rate, ils ne les achèteront pas. Et tout s'équilibrera. Je l'ai ressenti, la première fois que je l'ai ressenti, c'est quand j'ai rendu visite à une école, des classes de CE2 et CM1. Il y avait une classe entière avec des Apple II. J'ai pu constater des élèves de CM1 et CE2 grandir de manière totalement différente grâce à cette machine. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'en y réfléchissant, une machine qu'une poignée de mains de gens avaient créée, à savoir 4 dans le cas de l'Apple II, puis ils l'ont donnée à d'autres gens qui ne savaient pas la créer, mais savaient la fabriquer. Ils savaient la manufacturer. Ils pouvaient en fabriquer beaucoup. Qui, eux, à leur tour, l'ont donnée à des gens qui ne savaient pas la créer ou la fabriquer, mais savaient la distribuer. Qui, à leur tour, l'ont donnée à d'autres gens qui ne savaient pas la créer, la fabriquer ou la distribuer, mais savaient créer des logiciels. Et au fur et à mesure, on s'est retrouvé face à une sorte de pyramide inversée.
Et au moment où elle s'est retrouvée entre les mains de tous ces gens, l'idée a germé, à partir d'une petite graine. C'est incroyable de se dire que tout ça vient à la base d'une simple idée. Et je me suis retrouvé là, face à cette idée qui était passée par toutes ces étapes et qui avait fini dans une salle de classe pleine d'élèves qui grandissent avec des expériences fondamentalement différentes dans leur vie grâce à cette petite graine, cette idée que j'ai eue il y a des années. Et c'est une sensation incroyable. Premièrement, de savoir que vous faites partie de ça, et deuxièmement, de savoir que ça peut être fait. Vous pouvez planter quelque chose dans le monde et ça poussera, et ça changera le monde à sa manière. La mort est la destination que l'on a tous en commun. Personne n'y a jamais échappé. Et c'est une bonne chose, car la mort est sûrement la meilleure invention de la vie. C'est l'agent de change de la vie, le contrôleur. Elle range l'ancien pour faire place au nouveau. Aujourd'hui, le nouveau, c'est vous. Mais un jour, pas si lointain, vous deviendrez les vieux et vous serez rangés. Désolé d'être aussi dramatique, mais c'est vrai. Votre temps est limité. Ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. Ne soyez pas les prisonniers des dogmes qui obligent à vivre en obéissant à la pensée d'autrui. Ne laissez pas le brouhaha extérieur étouffer votre voix intérieure. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Le reste est secondaire. Je suis convaincu que ce qui sépare les entrepreneurs qui ont du succès et ceux qui n'en ont pas, c'est la persévérance. C'est tellement difficile. Vous consacrez tellement de votre vie à ça que la majorité des gens abandonnent. Et je les comprends. C'est dur et ça consume votre vie. Si vous avez une famille et que vous êtes à l'essor d'une entreprise, je ne peux pas imaginer comment on fait. Je suis sûr que ça a été fait, mais c'est dur parce que c'est un travail de 18 heures par jour, 7 jours sur 7, pendant un long moment. Donc on a besoin de passion. Sans passion, vous ne survivrez pas. Vous allez abandonner. Donc à moins d'avoir une idée, ou un problème, ou quelque chose que vous voulez faire pour lequel vous êtes passionné, vous n'allez pas avoir la persévérance. Pour moi, le nerf de la guerre se tient là-dedans. Mon business model, ce sont les Beatles. 4 mecs talentueux qui ont réussi à garder les défauts des uns des autres sous couvert. Ils s'équilibraient et la totalité était plus grande que l'addition de chaque élément du groupe. Et c'est comme ça que je vois le business. Les grandes choses ne sont jamais faites par une personne, mais par une équipe de gens. On a ça ici chez Pixar, et on a ça aussi chez Apple, et c'est ça qui me motive. Vous savez, quand les Beatles étaient ensemble, ils faisaient un travail innovant et exceptionnel. Quand ils se sont séparés, ils étaient tous bons, mais ça n'était pas pareil.